Bonjour à tous. Je suis Alexandra Grzybowska, coordonnatrice de la Bibliothèque des Amériques au Centre de la francophonie des Amériques. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième conversation littéraire de la série Noire Amérique. Conversation littéraire avec Patrick Chamoiseau, animée par Rodney Saint-Éloi. Noire Amérique, c'est un programme du Centre de la francophonie des Amériques et de l'Alliance française à Chicago. Mais c'est un programme qui est appuyé par plusieurs partenaires. Et ici et maintenant, je tiens à remercier très chaleureusement nos partenaires, parmi lesquels se trouve Bureau du Québec à Chicago, Consulat général du Canada à Chicago, American Association of French Teachers, Service culturel de l'ambassade de France à Chicago, les éditions Mémoire d'Encrier, ainsi que Fédération des Alliances françaises aux États-Unis. Quelles questions pratiques pour vous? Je vois que vous êtes déjà connectés, qu'on est très, très nombreux dans cette conversation littéraire. Ce qui est très important pour nous tous, c'est que la conversation sera d'une durée de 35 minutes et sera suivie d'une période de questions de 15 minutes. Je vous invite très chaleureusement à échanger dans la boîte de dialogue, dans le chat qui se trouve en bas de votre écran. Vous pouvez échanger entre vous et également, vous pouvez poser des questions à M. Chamoiseau que je pourrais lui transférer après la conversation principale. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Sylvain Lavoie, le président directeur général du Centre de la francophonie des Amériques. C'est à vous, M. Lavoie. Merci Alexandra, bonsoir à tous. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que je participe avec vous ce soir à cette deuxième conversation littéraire de 5 Noire Amérique. Encore une fois, vous êtes plus de 900 inscrits aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement d'avoir répondu à notre invitation en si grand nombre. La francophonie des Amériques est portée par cette volonté profonde de valoriser, de promouvoir le vivre ensemble et la solidarité qui unit et rassemble des peuples et nations. Cette série, Noire Amérique, en est le reflet et un vibrant exemple. Nous sommes plongés dans l'univers unique d'auteurs engagés et animés par le désir de contribuer au plein développement de leur communauté. Je remercie particulièrement les services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis pour sa contribution à l'activité de ce soir et leur témoigne bien sûr notre reconnaissance. Cette collaboration est très importante. Merci. Merci encore à René pour ta grande contribution dans cette initiative. Nous l'apprécions grandement. Merci beaucoup, René. Et sur ça, je vous souhaite une bonne session à tous et place à la conversation. Merci beaucoup, Monsieur Lavoie. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Nicolas Douet, attaché à la coopération universitaire du Consulat général de France, le partenaire de la série Noire Amérique. Monsieur Douet, c'est à vous. Merci Alexandra, merci Sylvain. Donc, je m'appelle Nicolas Douet, je travaille au service culturel de l'ambassade de France aux États-Unis. Je m'exprime donc ici au nom de notre ambassadeur, de notre consul général à Chicago et aussi au nom de notre conseiller culturel. Donc nous, l'objectif des services culturels de l'ambassade de France, c'est de proposer aux Américains, que ce soit des individus ou des organisations, d'avoir un accès et des ressources pour dialoguer avec la culture française et la partager au sein de leur propre communauté. Donc nous tentons de promouvoir le meilleur des arts, de la littérature, du cinéma, de la langue, et de l'enseignement supérieur français à travers les États-Unis. Nous sommes basés dans 10 villes américaines aux 4 coins des États-Unis, dont Chicago. Et donc, nous faisons venir des artistes, des auteurs, des enseignants et des chercheurs aux États-Unis. Nous avons à cœur d'établir des partenariats des deux côtés de l'Atlantique et même des deux côtés de la frontière avec nos voisins canadiens et québécois.
À Chicago, nous avons toujours un grand plaisir à travailler avec l'Alliance française qui porte aujourd'hui cette série Noire Amérique. C'est un très beau projet qui résonne particulièrement bien dans l'actualité à la fois en France, mais aussi en Amérique du Nord. Et donc, nous sommes très heureux de donner à voir la grande richesse de la francophonie dans toute sa diversité avec aujourd'hui la Martinique et l'excellent Patrick Chamoiseau, prix Goncourt 1992. Donc, merci à l'ensemble des partenaires et en premier lieu au Centre de la francophonie des Amériques et à l'Alliance française de Chicago. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons échanges et si vous le souhaitez, je vous invite à visiter le site web frenchculture.org ainsi que nos différents réseaux sociaux French Culture in the US ou Midwest qui font la promotion de la culture française et francophone aux États-Unis. Merci beaucoup et bonne séance, bons échanges. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur Douai. Maintenant, quelques mots à propos de notre animateur, l'animateur de la série Noire Amérique. C'est Rodney Saint-Éloi qui orchestre chaque rencontre avec 5 auteurs des Amériques. Donc, Rodney Saint-Éloi, il a plusieurs cordes à son arc, essayiste, romancier, poète et éditeur. En 2003, il a fondé la maison d'édition Mémoire d'Encrier, maison d'édition très importante qui fait une belle place aux auteurs d'origines diverses. Rodney Saint-Éloi, il a à son actif plus de 15 livres, poèmes, récits, essais. Son récit le plus récent était publié à l'automne dernier, le titre « Quand il fait triste, Bertha chante », un récit très touchant consacré à sa mère. En 2015, Rodney Saint-Éloi a été reçu à l'Académie des lettres du Québec. En 2019, il a été promu compagnon des arts et des lettres du Conseil des arts du Canada. Rodney Saint-Éloi, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'importance des livres. Dans son avant-dernier recueil de poésie, Nous ne trahirons pas le poème, il attire l'attention sur l'importance des livres. Les livres nous rassemblent, je cite, « Les livres nous aident à nous faire des amis. C'est une initiation au dialogue. Si on fait des livres, c'est pour pouvoir rencontrer l'autre. » Donc, Rodney Saint-Éloi, je vous laisse la parole et on a très hâte de rencontrer justement un autre ami littéraire, Patrick Chamoiseau. Je vous cède la parole. Bonne discussion. Merci Alexandra, merci Sylvain, merci Nicolas, merci à vous tous. Je vois elles écrivent de partout et pour dire bonjour à Chamoiseau, pour dire nous sommes à Port-au-Prince, nous sommes au Brésil, nous sommes à Chicago, nous sommes en fait un peu partout, à Sao Paulo, là je viens de voir, à Ottawa. Ils t'écrivent de partout, Patrick. Ils sont contents de voir le visage de Patrick Chamoiseau. Moi aussi, je suis très content parce qu'une fois, j'ai été très jeune à Fort-de-France et puis on m'a dit qu'il y a une rumeur dans la ville qu'il y a un jeune qui veut détrôner Césaire et ce jeune, c'était Patrick Chamoiseau. C'était son deuxième livre que j'ai adoré, Solibo Magnifique. Avant, il avait écrit Chronique des sept misères. Ensuite, il écrivait Solibo le Magnifique. Moi, j'adore Aimé Césaire et quand on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui voulait débouler la statue de Césaire qui s'appelait Patrick Chamoiseau, ça m'a vraiment rendu, j'étais très curieux pour découvrir cet écrivain qui voulait vraiment, qui posait la question de l'après-Césaire. Et en 92, c'était plus une rumeur, c'était un talent confirmé par le monde entier avec Texaco, un livre très, très difficile. Je me rappelais quand j'ai commencé à lire, j'avais des difficultés, etc. Et puis, je ne comprenais pas au départ. J'ai dû lire, relire. J'ai dû utiliser beaucoup de patience. Et puis, j'ai relu en comprenant, etc. Il y a quelqu'un qui m'a dit il fallait lire à partir de Tissiri, qu'il fallait lire à partir de tel, etc., tel angle, etc.
Donc, et j'ai compris, j'ai visité Texaco. En fait, j'ai vu ce que c'était, j'ai compris mieux ces cultures créoles, ces Amériques créoles, parce que j'étais complètement coincé dans une littérature tout à fait assez formelle, dans une esthétique très, très occidentale. Et je pense que Chamoiseau m'a un petit peu décoincé avec Texaco, avec cette relation à la langue créole, cette relation à toutes les langues du monde. Et donc, j'ai mieux compris, j'ai vraiment mieux compris. En fait, Chamoiseau a écrit pour nous, en fait, Éloge à la créolité avec mon bon ami Jean Bernabé, avec Raphaël Confiant. Et je pense qu'il y a quelque chose dans Chamoiseau qui est intéressant, c'est à la fois la conscience du monde, en fait, cette mondialité, la conscience vraiment de l'histoire et cette conscience créole qui m'a beaucoup interpellé. Et il y a chez Chamoiseau ce qui est puissant, c'est vraiment un poète qui a commencé par écrire la poésie, qui a abandonné la poésie, qui fait tout. On ne le reconnaît pas comme poète, on le reconnaît comme tout, comme conteur. Il écrit pour le cinéma, il écrit pour le théâtre, il écrit des romans, il écrit des essais. C'est un penseur contemporain fondamental. Mais je voudrais dire ce soir aussi que c'est un poète fondamental, parce que je pense qu'il y a une foi dans l'œuvre de Chamoiseau qui nous ramène à la définition première de la littérature, c'est-à-dire écrire, lire, c'est pour changer le monde. Et je pense qu'à chaque fois j'entends Patrick Chamoiseau écrire, entends Patrick Chamoiseau parler, à chaque fois je lis Patrick Chamoiseau, je sens chez Patrick ce désir de changer le monde. J'aimerais te dire, Patrick, merci. Merci pour toi. Merci pour cette belle ambition. Merci pour la libération, en fait, que tu as permise à nos imaginaires. Moi, je suis haïtien. Quand j'ai découvert Patrick Chamoiseau, je me suis dit, il y a là quelque chose, il y a là quelque chose de possible. Il y a des imaginaires qui sont rendus possibles que je ne croyais pas que c'était possible avant. Donc, je voudrais te dire tout le bien, Patrick, que ton œuvre, que ta présence au monde a fait à moi. Maintenant, je commence la discussion, Patrick. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, cher Patrick, si tu te souviens bien, c'était chez Michel Lebris, dans un ancien fort à Saint-Malo. Et on parlait de littérature, on était avec Philippe Ré, et tu venais de signer avec Michel Lebris un collectif qui s'appelle Osons la fraternité. Osons la fraternité, un collectif, et on était en train de parler, on était entouré d'écrivains, on parlait justement de Jean-Claude Charles, on parlait de tout. Et puis, Lebris est mort il y a quelques jours. Est-ce que tu peux, avant de commencer, nous j'aimerais bien qu'on continue la conversation en recommençant à Saint-Malo où on était à nous parler de Michel Lebris. Oui. Oui, je crois qu'avec. Merci, René, pour toutes les choses gentilles que tu viens de dire. Il y a des petites choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Donc, je n'ai jamais été un ami de Césaire, bien au contraire. Je pense que ceux qui ont écrit l'Éloge de la créolité ont introduit entre le mouvement de la négritude et entre Césaire et nous une passerelle. Elle a été célébrée et l'Éloge de la créolité est dédié à Aimé Césaire, comme il est dédié à Édouard Glissant et comme il est dédié à Franck Etienne. Donc, on n'était pas dans le meurtre du père tel qu'on connaît l'affaire depuis longtemps. L'autre élément, c'est que l'idée de changer le monde, ce n'est pas vraiment ce qui m'anime. Hein. Ce qui m'anime d'abord, et ça c'est peut-être le propre de l'œuvre artistique, l'œuvre d'un artiste sert d'abord à sa propre vie. C'est-à-dire, on est artiste parce qu'on cherche la meilleure manière de vivre au monde. Et il me semble que l'œuvre, dans ses déploiements, dans ses explorations, dans ses questionnements et dans ses réponses, sert d'abord à l'artiste à mieux être humain. Et je crois que c'est ça l'objectif fondamental. Alors, si son expérience esthétique ou artistique peut servir aux lecteurs et peut aider leur propre expérience d'accomplissement en tant qu'humain, c'est tant mieux. Mais il n'y a pas cette volonté un peu militante comme ça d'agir sur les grandes forces du monde. Il y a plus l'idée de mieux vivre sa vie et d'aider les autres à mieux vivre une complexité qui n'est pas toujours évidente.
ceci étant, Michel Lebris, il avait aussi ce sentiment d'une existence au monde, mais qui ne soit pas embarrassé par les nationalismes, les drapeaux, les langues, les frontières, les nationalités, etc. C'était un homme de la mer, c'était un homme du large. Donc, il a abordé la littérature par le voyage, par les écrivains voyageurs. Et fondamentalement, les écrivains voyageurs, c'était des sortes de poètes vivants. Hein. On peut vivre aussi la poésie, on peut ne pas l'écrire, mais on peut la vivre. Ces poètes vivants avaient une soif du monde. Ils avaient bien compris, confusément, obscurément, ils avaient compris que l'espace dans lequel nous devions désormais envisager ce que nous sommes, et notamment envisager l'expression artistique et l'expression littéraire, c'était la totalité monde, c'était l'échelle du monde. Et ils avaient cet appétit-là. Et le festival de Michel Lebris, qui était quelque chose de formidable, hein, c'est un des plus beaux festivals que je connaisse. On n'a pratiquement raté aucun festival étonnant voyageur. Il avait ce souci du monde et du coup, il a été très attentif à ce que nous disions sur la créolisation, à ce que Glissant disait sur la relation. Il nous a beaucoup interrogés sur les questions d'antillanité et il a invité beaucoup d'écrivains des Antilles à venir apporter leur sensibilité particulière parce qu'il avait compris qu'au-delà du voyage, l'essence même du voyage, c'est fondamentalement la rencontre avec l'autre. Et c'était un homme de relation. Et je suis très triste hein, du fait qu'il ne soit pas là. Et en même temps, je sais que l'esprit de ce festival va continuer. Et cet esprit, c'est l'esprit de la relation que l'entendait Glissant, c'est-à-dire une présence au monde soucieuse de la diversité et se nourrissant de cette diversité. Merci Patrick. On a parlé de Aimé Césaire et puis tu as parlé beaucoup de Glissant. Je vais glisser vers Glissant. Va te faire plaisir, Glissant que tu assumes comme ton ami, ton maître, et que disparu il y a 10 ans. Et pour rappeler la pensée de Glissant, qui est ce tome de relation, cette pensée de la relation, l'Institut Tout Monde et les éditions La Découverte font paraître, je pense, dans 2 jours, et à Paris, et le livre Manifeste, qui rassemble vos écrits et vos manifestes. Est-ce que c'est peut-être de nous dire pourquoi cette publication et qu'est-ce que ça rassemblait tous ces écrits théoriques avec Édouard Glissant pour rappeler Oui, ces temps. ce qui s'est produit, c'est que la pensée d'Édouard Glissant s'est déployée depuis pratiquement les années 50. Il commence à écrire et très rapidement, il va aller plus loin que le cri de la négritude, le cri de Césaire, en expliquant qu'il fallait désormais pour nous, peuple des Amériques, peuple des Antilles, passer du cri à la parole. Et il va déployer tout un ensemble de concepts qui sont extrêmement difficiles, hein, qui n'ont pas été toujours lus comme il fallait et qui aujourd'hui encore méritent d'être analysés, d'être compris. Il me semble hein, que toute la boîte à outils que nous a laissé Glissant nous donne une clé de lecture absolument incroyable sur ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais c'est vrai que Glissant est d'une complexité infinie. Ce qui fait que lorsqu'il y avait des événements dans le monde, des événements un peu absolument inacceptables, des attentats à la beauté, des attentats à la démocratie, des attentats à la fraternité des hommes, des attentats à l'éthique, quand il y avait des indécences absolument insoutenables, il avait toujours cette faculté à s'indigner. Après de 80 ans, il continuait à m'appeler, on ne peut pas laisser passer ça, il faut absolument qu'on dise. Et moi, j'étais toujours étonné parce qu'il accordait à la poésie, il accordait à l'intervention poétique une force, il avait foi véritablement dans la vision poétique. Et effectivement, ces textes d'intervention qui sont de petits manifestes, quelle est l'idée? L'idée était de prendre un fait quelconque. Hein. En France, on veut créer le ministère de l'identité nationale avec une volonté d'exclusion et de préservation ou même de fixation de l'identité antillaise. En Martinique, on a une grève en 2009 qui est absolument incroyable. Pendant des semaines et des semaines, pratiquement toute la Martinique et la Guadeloupe sont bloquées autour du phénomène du refus de l'exploitation par la consommation. On a plein d'événements comme ça qui apparaissent et Glissant
il trouvait qu'il y avait dans ces événements-là une sorte de pauvreté, c'est-à-dire qu'on laissait la place, et jusqu'à aujourd'hui, hein, du fait du néolibéralisme, le néolibéralisme avance ses experts, et les experts du néolibéralisme, ce sont les économistes. Hein, les économistes, la religion néolibérale est portée par des économistes, et la parole de l'expert, celle de l'économiste, celle du sociologue, celle du statisticien, etc., prend plus d'importance que la parole du poète. Et manifester une présence poétique dans des événements comme cela, c'est-à-dire opérer une lecture poétique d'événements qui sont traités de manière complètement prosaïque, c'était introduire, instiller dans l'événement des lignes de fuite, des perspectives, des éclairages nouveaux, des horizons inattendus, leur montrer qu'on ne pouvait pas réduire les phénomènes humains à des phénomènes économiques ou à des phénomènes strictement sociologiques, mais qu'il y avait dans le phénomène humain, je dirais, une capacité à dépasser les limites de la réalité, à s'intéresser à la complexité du réel et à tenter de vivre à une échelle qui n'était pas celle utilitaire ou consommatrice ou consumériste du néolibéralisme. Et ça, nous avons toujours fait. Nous avons manifesté le poétique dans la vie ordinaire et dans les événements inacceptables. Oui, c'est intéressant, attentat à la beauté, attentat à l'éthique, etc. Donc, mais il y a un livre qui est formidable dans tout ce que vous avez fait avec Édouard Glissant. Je retiens un livre, L'intraitable beauté du monde, adresse à Barack Obama, en fait, qui est publié en 2009 chez Galad et qui est repris dans ces manifestes-là. Donc, en fait, j'aime beaucoup cette adresse à Barack Obama. Et c'est intéressant de voir des écrivains qui sont en train de s'engager comme ça dans le monde, de manifester leur présence esthétique, mais aussi politique au monde. Aujourd'hui, Patrick Chamoiseau, est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire à Kamala Harris? Je mets la parole un petit peu au féminin parce qu'on a parlé de certain nombre d'hommes. Il y a Kamala Harris qui est l'héritière directe de Barack Obama aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez à dire dans une adresse? Ce n'est pas la même, pour moi, ce n'est pas la même, c'est important, hein, on a une femme qui accède à des fonctions absolument phénoménales. En plus, c'est une femme noire, donc dans l'histoire américaine, ce n'est pas rien, c'est quand même un événement très, très important dans le contexte américain et aussi dans le contexte de la conscience mondiale. Mais le phénomène Obama a une ampleur beaucoup plus considérable dans la mesure où ce que nous attendait, en fait, toutes les consciences du monde attendaient qu'il y ait un jour un noir qui accède à la présidence des États-Unis et en se disant que tôt ou tard, toutes ces minorités qui composent les Amériques accéderont aux plus hautes fonctions et vont participer de l'organisation de ces pays. Donc, c'était prévisible. Mais ce qui était un peu prévisible dans le cas d'Obama, c'est que celui qui va accéder, lorsque Obama accède, bien sûr, il y a un phénotype qui n'est pas le phénotype blanc, mais il y a une complexité, je dirais, culturelle, une complexité d'imaginaire chez Obama. C'est un métiste. Il y a véritablement différents pays, différentes cultures, une trajectoire complètement improbable qui va amener un fils de la relation. Parce que fondamentalement, la relation, c'est quoi? La relation, et Glissant en parle des années 50, il va dire oui, c'est vrai que la colonisation a heurté par je dirais, la férocité occidentale a heurté le monde et que ces phénomènes de domination et de colonisation, d'exploitation ont entraîné une mise en contact des cultures, des civilisations, des langues, des imaginaires. Et qu'il disait très rapidement qu'effectivement, il fallait lutter contre la colonisation, mais il ne fallait pas perdre de vue que le monde avait changé et que désormais, nous n'étions plus dans les absolus culturels, civilisationnels, identitaires, phénotypiques, mais que nous étions rentrés dans une complexité relationnelle qui allait produire de l'imprévu et dans laquelle nous devrions apprendre à vivre. Et ça, c'est important. Et Obama, c'est véritablement le fils de la relation. On attendait un Afro-Américain, quelqu'un qui est directement impliqué dans la condition nègre aux États-Unis et qui puisse émerger à la présidence des États-Unis comme Kamala Harris. Et encore, Kamala Harris, c'est aussi du mélange. Quand on gratte les personnages aux États-Unis, d'ailleurs, quel que soit
le phénotype, il suffit de gratter, la relation a fait son œuvre. Au-delà du phénotype, on a toujours une complexité d'origine, une complexité de composition qui nous amène tout à fait au flux relationnel. Donc, ce que nous voulions célébrer avec Obama, c'est véritablement ce surgissement imprévisible d'un fils de la relation. Ce n'est pas quelqu'un qui a une appartenance bien claire, bien définie, et quelqu'un dont la complexité dépasse le phénotype apparent et qui accède à la présidence de la puissance, la nation la plus puissante des hommes. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait célébrer. Non pas entrer dans une célébration d'un homme, puisqu'on sait derrière un homme, il y a toujours un système et que le système est toujours très puissant. Et puis derrière tout ça, il y a encore le néolibéralisme. Ce n'était pas une sorte de célébration négriste ou autre. C'était véritablement de dire, vous voyez, les phénomènes de relation, les phénomènes de la relation, ce mélange absolument imprévisible des cultures, des identités, des phénotypes, des imaginaires, des absolus qui se rencontrent, qui se décomposent et qui recomposent des choses inattendues, ce phénomène-là, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus déterminant dans notre vie quotidienne. Et ça peut même accéder, dans certains lieux du monde, à la présidence des nations. Merci. Patrick, tu te définis comme un créole américain. Et c'est intéressant parce que il y a très peu d'écrivains antillais qui se définissent ainsi. Je peux peut-être parler de Vincent Placoli, qui on parle beaucoup comme un créole américain. Et comment, en fait, la question de l'Amérique se pose, en fait, pour toi, Patrick, en tant que Martiniquais, parce que dans la géographie, quand je suis aux Antilles, jusqu'en Antilles-Guyane, et c'est dans le seul lieu au monde que j'entends parler de métropole. C'est-à-dire que c'est comme si la géographie, c'était la métropole. Alors que toi, tu te définis comme créole et américain, donc c'est quelque chose de surprenant. Oui, c'est-à-dire que nous sommes actuellement dans une configuration assez particulière. Hein. Nous avons subi le phénomène de créolisation, c'est-à-dire la rencontre massive accélérée de plusieurs phénotypes, de plusieurs cultures, de plusieurs imaginaires, de plusieurs civilisations qui ont produit quelque chose de nouveau. Et cette réalité créole, c'est la réalité des Antilles, c'est la réalité des Amériques. Mais c'est vrai que cette réalité composite n'est pas une réalité que nous avions l'habitude de vivre dans un espace-temps aussi concentré, aussi réduit. Le fait créole a du mal à être compris par la plupart de ceux qui vivent le fait créole. La plupart des Noirs américains vont se dire d'abord African-American. C'est l'Afrique qui va être la plus déterminante. Beaucoup d'Antillais vont essayer de choisir dans leur complexité. Il y a la dimension africaine. Alors, certains seront plus négristes, africanistes, d'autres seront complètement fascinés par la partie européenne ou la partie blanche. Certains vont tenter d'essentialiser leur origine indienne ou asiatique, etc. On est vraiment dans une espèce de crainte par rapport à ce phénomène de surgissement composite qui nous empêche de vivre correctement la réalité contemporaine. L'Amérique, c'est un espace relationnel. Ce qui s'est produit en Amérique, ce n'est pas une juxtaposition de culture, de civilisation et d'immigrants, c'est véritablement des flux relationnels qui se sont accélérés avec une brutalité, avec de la violence, avec du racisme systémique, avec tout ce qu'on veut. Mais indépendamment de ça, il y a un phénomène qui fait que le fait humain est d'une complexité inouïe. Et c'est ça qui me fascine quand on dit Amérique. D'ailleurs, on avait un projet avec Lissan de créer le musée martiniquais des arts des Amériques pour bien essayer de voir à travers le travail des artistes et des plasticiens, d'essayer de comprendre ce nouveau continent, ce nouvel espace civilisationnel qui n'était pas basé sur des absolus, mais qui était basé sur des synthèses, des surgissements, des évolutions improbables, sur, je dirais, la mouvance de phénomènes relationnels qui étaient en permanence à l'intérieur de cet espace, mais qui reliait cet espace à la totalité du monde. Et quand je dis Amérique, je pense véritablement à cette réalité relationnelle vivante, imprévisible, dont l'évolution était prévisible et qui est inscrite en relation avec la totalité du monde. C'est cette complexité-là qu'il nous faut essayer de vivre. Alors, c'est vrai que lorsqu'on vit la relation, qu'on est composite, on est à la fois amérindien, africain, européen, etc.,
toute cette réalité très particulière qui fait que les individus sont éjectés de leur communauté d'origine et qu'ils doivent choisir eux-mêmes leur terre natale, leur langue. Ils se retrouvent dans des situations entre plusieurs langues, entre plusieurs histoires, avec des phénomènes de toute nature qui sont des phénomènes relationnels. C'est sûr que c'est inconfortable. Et c'est sûr qu'on a tendance à vouloir simplifier. On va chercher, nous sommes des nègres, nous sommes des Africains, nous sommes ceci, nous sommes de là. On a tous les intégrismes, on a toutes les, je dirais, les ethnicismes qui réapparaissent parce que la relation est inconfortable. Donc, nous avons du mal à percevoir cette complexité des Amériques et nous avons du mal à concevoir que les individus aujourd'hui doivent construire leur architecture de principes et de valeurs à une échelle qui est l'échelle de la totalité monde et que cette totalité monde est je dirais, un flux relationnel absolument inarrêtable et absolument inconnaissable. Et c'est cette complexité-là que Glissant nous enseigne. Donc, quand je dis créole américain, je souligne le fait que je suis composite et je souligne aussi que mon assise, ma présence au monde s'articule sur un phénomène américain qui est d'une complexité inouïe. Merci, Patrick. Quand tu dis Amérique, mais quand tu dis Amérique, tu précises souvent que tu parles des Amériques créoles. Est-ce que tu peux brièvement nous parler de ces Amériques créoles? Parce que souvent, quand on dit Amérique, on voit les États-Unis. Oui, enfin, oui, je pense que les phénomènes relationnels concernent la totalité des Amériques. C'est vrai qu'à un moment, on peut... le phénomène de créolisation historique des Amériques tel que qu'il a été étudié par beaucoup par Glissant lui-même, mais par beaucoup d'anthropologues, concerne l'Amérique des plantations. On a l'Amérique des plantations, on a l'Amérique des natifs, l'Amérique des peuples originels, on a l'Euro-Amérique. Enfin, au départ, on avait ces espèces de partitions qui divisaient l'Amérique et qui lui donnaient une sorte de mosaïque comme ça, plus ou moins étanche. Aujourd'hui, je me suis éloigné de cette vision-là. Pourquoi? Parce que la modernité actuelle avec les accélérations technologiques, avec la mobilité des individus, le fait que ce qui est le plus déterminant aujourd'hui, c'est l'équation individuelle. Ce ne sont pas les communautés qui organisent comme ça je dirais, les vitalités culturelles, ce sont les expériences que mènent les individus à travers les pays, les cultures, les langues. Ils se rencontrent, ils s'éloignent, ils choisissent leur terre natale, ils changent de langue, ils ont des identités absolument évolutives, ils vivent une expérience, non pas une expérience à l'échelle d'un pays, d'une langue, d'un phénotype, mais une expérience à l'échelle du monde. Et cette complexité-là, elle concerne aussi les Amériques. Et elle a largement bouleversé toutes les partitions initiales. Alors bien sûr, il y a quelques rigidifications historiques, il y a des pesanteurs historiques, mais fondamentalement, les Amériques, c'est un espace relationnel qui, d'une certaine manière, reflète toute la complexité relationnelle de la totalité monde. Et quand je dis Amérique, je pense surtout à cette complexité-là. Oui, tu as parlé de racisme systémique, Patrick, et tu dis Amérique, et quand nous ne pouvons pas, en fait, en parlant d'Amérique, de faire l'économie de la cale du bateau négrier. Nous devons en parler. Tu as évoqué, en fait, l'esclavage déjà dans le film, dans le scénario du film Passage du milieu, et ensuite dans ton livre, Un dimanche au cachot. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens qui nous disent aujourd'hui, en fait, il faut entrer dans une certaine modernité, ce qui veut dire oublier ce passé esclavagiste? Est-ce qu'on peut faire l'économie de la cale? Non, c'est-à-dire que nous sommes obligés de comprendre le monde contemporain. Et nous sommes le plus souvent obligés de comprendre le monde contemporain à partir d'une équation qui est une équation individuelle. Et c'est ça la grande difficulté contemporaine. Ce qui fait que lorsque Glissant s'est intéressé, et moi par la suite, on s'est intéressé à l'histoire des Antilles, nous avons très vite compris qu'on ne pouvait pas appliquer aux Antilles les schémas habituels. C'est-à-dire, ah bon, on a un phénotype nègre, donc on est des Africains. Ah bon, celui-là est blanc, donc il est ceci. Ah bon,
on ne peut pas avoir deux langues en même temps. Il faut opposer la langue créole à la langue française. On ne peut pas manier les deux langues. Enfin bon, toutes les partitions, en tout cas tous les absolus culturels, identitaires, civilisationnels, nationaux qui se faisaient jusqu'alors constituaient une sorte de confort pour chaque personne. Ce qui fait que la lecture que nous faisions de l'histoire des Antilles et des Amériques, c'était de comprendre que la cale du bateau négrier, que le bateau négrier, parce que ça représente en termes d'horreur, et que le passage par la cale du bateau négrier, et même si on ne passe pas par la cale du bateau négrier, le simple fait d'avoir participé à ce phénomène-là brisait le monde ancien. Et que ceux qui arrivaient, ceux qui sortaient de la cale du bateau négrier, les Africains qui arrivaient dans les Antilles et dans les Amériques, étaient éjectés en tant qu'individus de leur ancienne communauté. Ils débarquaient avec des traces de leurs anciennes certitudes, leurs anciennes cosmogonies, leurs anciennes langues et leurs anciennes vérités, et ils devaient rentrer dans un processus de renaissance quasi individuelle. Et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'on comprend que toutes les modalités de constitution des nouvelles solidarités collectives qui se produisent dans les Antilles et dans les Amériques ne correspondent pas aux communautés anciennes. Les communautés anciennes, c'était un mythe fondateur, c'était une histoire nationale et c'était des absolus linguistiques, religieux, etc. Les Amériques, c'est composite. Il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs mythes fondateurs, il y a plusieurs cosmogonies, il y a des phénotypes complètement entremêlés et il y a non pas du métissage, mais véritablement de la créolisation. Et la créolisation, c'est un phénomène, un métissage complètement improbable, mais complètement imprévisible. Donc cette complexité-là, il faut vraiment essayer de la comprendre. Donc, revoir l'histoire des Amériques, essayer de repenser l'histoire des Amériques, c'est la seule manière, il me semble, de sortir de ces pesanteurs qui ont été mises en place par les fondations terribles des Amériques, c'est-à-dire la traite, la colonisation, l'esclavage des nègres, l'invention du nègre, le racisme qui s'est installé et qui justifiait toutes les horreurs qui ont pu se produire dans les champs de canne à sucre et les champs de coton. Tout ça aujourd'hui doit être considéré autrement. Bien comprendre que ce qui nous sert aujourd'hui de lecture du monde, ce sont les certitudes anciennes. Bien comprendre que ce qui sert aujourd'hui, je dirais, de force ou de valeur ou d'organisation au néolibéralisme, ce sont des choses qui viennent directement de la frappe coloniale. Le racisme, c'est une invention coloniale. Le rapport que nous avons au vivant, à la nature, cette espèce de réification du vivant, d'exploitation du vivant jusqu'à disparition de toute la diversité et jusqu'à disparition de l'effondrement de la planète, c'est quelque chose qui vient des valeurs de la colonisation. Il y a véritablement un imaginaire colonial qui persiste, qui a dépassé les indépendances et qui persiste et qui imprègne et qui a tendance à faire systémie dans le monde que nous vivons. Et tout le travail de glissant, tout cet imaginaire de la relation est absolument nécessaire. Parce que sans cet imaginaire de la relation, nous ne pourrons pas faire sauter de manière déterminante tous ces cadres qui nous déterminent encore. Et lorsqu'on n'arrive pas à faire sauter ces cadres de l'ancien dominateur, qu'on est encore dans des rapports un peu manichéens, qu'on est encore dans des absolus phénotypiques, on est encore dans des absolus culturels, on est encore dans des sens identitaires, on perd la clé du monde contemporain qui est l'identité relationnelle. Et l'identité relationnelle est une expérience au monde qui n'est pas limitée à un territoire, à une langue ou à un phénotype, mais qui est une trajectoire, une construction individuelle dans la matière du monde. Et ça, c'est extrêmement difficile. Patrick, j'aimerais parler de l'enfant. Patrick, quand tu étais petit, tu étais le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Tu zézaignais, tu étais très timide, introverti. En fait, je pense que c'est toi qui dis tout ça, hein. C'est pas moi qui t'accuse, je t'accuse de rien. Tu te contentais de lire à haute voix Victor Hugo et Aimé Césaire. Et je vais lire pour toi quelques vers qui vont te rappeler quelque chose. Et voici par mon oui tramé de crissement et de fusées syncopées des laideurs rêches, laissant pur sang hennissant du soleil parmi la stagnation. Oui, ça c'est un vers de Césaire qui est dans un poème qui s'appelle La vie de Tyr, je crois. Oui. Et quand j'étais enfant,
je ne lisais pas encore, mais tous les matins, et c'est peut-être une chance que j'ai eue, mon frère, pour saluer le lever du soleil, il récitait ces vers. Et voici, etc., les 100% hennissants du soleil parmi la stagnation. C'était sa salutation au soleil. Et j'étais persuadé, j'étais pendant longtemps persuadé que ce qui faisait lever le soleil sur le monde, c'était la poésie. Ce qui fait que j'ai toujours eu un rapport un peu magique à la poésie. Et peut-être aussi mon intérêt pour le poétique. Tu parlais d'écriture poétique, je ne suis pas poète, mais il est sûr aujourd'hui que je n'ai pas une prose, je dirais, prosaïque. Ma prose est poétique, simplement parce que j'accorde une importance absolument incroyable au poétique. Pourquoi? Parce que le poétique va au-delà des possibilités du réel, de la réalité. Le poétique, c'est quelque chose qui crée immédiatement des perspectives, des lignes de fuite, des horizons, et qui crée d'une certaine manière de l'espoir. Et cette approche de la poésie pour faire lever le soleil, c'est quelque chose qui m'a permis de lire Césaire de manière complètement magique, c'est-à-dire que je n'ai jamais essayé de lire Césaire en essayant de comprendre mot à mot tout ce qu'il pouvait dire. Je me laissais emporter par la magie de la littérature et de la poésie, et la magie de la littérature et de la poésie, c'est faire exploser la surface de la réalité et recomposer à partir de sensations, d'images, de couleurs, de rythmes, de choses qui ne sont pas de l'ordre du rationnel, essayer de recomposer le monde pour nous donner un nouvel oxygène. C'est ce que nous continuons à faire dans le manifeste. Lorsque nous traitons ces questions qui sont traitées dans le manifeste, lorsque je m'intéresse à tous ces migrants qui meurent par centaines en Méditerranée, c'est simplement injecter le souffle ou l'oxygène poétique dans une réalité qui semble désespérante, mais qui doit nécessairement recevoir de nouveaux possibles. Et les nouveaux possibles sont toujours possibles. Et ça, le poétique, la poétique, ce sont des choses qui sont absolument nécessaires. C'est ce que la poésie m'a donné dès le départ. Merci. Je te cite un mot de Édouard Glissant, qui est un exec de Texaco, et je vais finir avec ça. Et je voudrais que tu conclues avec ce mot-là, c'est gibier. Tu n'es qu'un egg bouc. C'est de là qu'il faut parler. Oui, oui. Il m'appelle Gibier parce que dans mon nom, il y a oiseau. Un oiseau, il m'appelait Gibier. Et il disait que j'étais un nègre de ville. Effectivement, lorsque je commence à écrire, la littérature antillaise est une littérature de plantation. Or, moi, j'étais né dans la ville. Ce qui fait que mes premiers romans, j'essayais de faire des romans de plantation, c'est-à-dire avec la campagne, alors que je ne connaissais absolument rien de la campagne. Et très rapidement, il m'a dit, mais tu es de la ville et il faut t'intéresser au phénomène urbain. Et il avait raison. Parce que dans le phénomène relationnel, on a bien compris que dans le phénomène relationnel, l'individu est éjecté des absolus communautaires, il doit se construire seul dans la matière du monde et il doit se construire dans une série d'écosystèmes qui sont absolument incroyables. L'écosystème naturel tel que l'espèce humaine a connu pendant des millénaires et s'est effondré, la nature, l'écosystème naturel, il faut désormais le gérer. Et les écosystèmes les plus déterminants sont les écosystèmes urbains, d'où l'intérêt de bien comprendre le phénomène urbain dans le monde. C'est d'ailleurs mon roman Texaco, c'est véritablement une approche de l'écosystème urbain qui devient absolument déterminant. L'autre système déterminant dans lequel l'individu en relation doit apprendre à se construire, c'est l'écosystème numérique, avec tous ces développements technoscientifiques et bien sûr l'apparition absolument terrifiante, merveilleuse et en même temps terrifiante de l'intelligence artificielle qui va nous obliger à redéfinir ce que nous appelons être humain. Et le dernier écosystème qui me paraît absolument déterminant et dans lequel l'individu en relation doit apprendre à se tenir debout, c'est l'écosystème cosmique. Nous sommes dans une toute petite planète qui est au bord de l'effondrement. Il nous faudra tôt ou tard habiter cette galaxie dans laquelle nous sommes. Et tout ce qui se produit en astronomie, en astrophysique aujourd'hui, sont des choses qui sont absolument déterminantes, qui seront absolument déterminantes dans les 10, 20, 30 ans qui viennent. Et voilà, c'est cette complexité-là. Donc, il me dit que c'est de la ville que tu dois parler, ça veut dire ne t'intéresse plus tellement à la vieille plantation antillaise, etc. Essaye de bien comprendre quels sont les défis contemporains. Et les défis contemporains, c'est cette individuation qui doit s'accomplir dans de nouveaux écosystèmes. Merci Patrick, merci pour ce flux relationnel, merci pour cette présence si poétique au monde.
Merci pour ce sens de l'intelligence du monde. Merci à toi, merci à toi. Oui. Merci, merci. Merci pour cette Amérique créole que tu nous as présentée. Merci. Je laisse la parole à Alexandra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rodney. Merci beaucoup, Monsieur Chamoiseau, pour cette conversation, échange passionnante. Vous avez parlé de plusieurs notions importantes de la relation des Amériques créoles, de concepts que M. Chamoiseau a développés à travers ses écrits, ses romans, ses essais. Moi, premièrement, je suis la porte-parole de tous les panélistes qui sont connectés très, très nombreux. Et tous les panélistes disent la joie, le bonheur d'être avec nous ce soir. Et ils sont vraiment, vraiment de partout des Amériques. Donc, on a le panéliste du Mexique, du Brésil, des États-Unis, des différentes provinces du Canada aussi. Donc, je cueillis plusieurs questions qui étaient posées pendant cet échange passionnant. Monsieur Chamoiseau, la première des questions porte sur votre roman Frères migrants. Lello Romano constate, dit de cette manière, osons la fraternité. Et Frères migrants sont une œuvre fondamentale pour comprendre notre monde contemporain. Moi, je voudrais ajouter, enchaîner avec cette question dont, Frères migrants, vous parlez justement de flux migratoires, de l'errance, vous parlez des problèmes qui nous préoccupent ces dernières années. Vous parlez également de l'intégration. En lien avec ces romans, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre dimension, votre compréhension de l'intégration? Je ne suis pas très favorable à la notion d'intégration. La notion d'intégration, lorsqu'on dit on va intégrer l'immigré, il me semble qu'il y a avant l'intégration, il y a un processus de désintégration. Et intégrer, ça veut dire d'une certaine manière, voilà, je reste ce que je suis et je t'accueille et tu rentres dans un paradigme que je représente et auquel tu dois te conformer. Et c'est vrai que nous sommes dans une situation qui fait que tous les espaces que nous connaissons, dans les espaces, la plupart, ce qu'on appelle les espaces nationaux, ce qu'il y a de plus déterminant aujourd'hui dans les espaces nationaux, ce sont les écosystèmes urbains. Nous vivons et l'humanité, dans les années qui viennent, va basculer complètement dans l'écosystème urbain et notre imaginaire sera un écosystème complètement relèvera de l'écosystème urbain. Mais dans l'écosystème urbain, nous sommes multitransculturels. Il n'y a pas d'écosystème urbain, il n'y a aucune métropole qui soit monolithique du point de vue des phénotypes, du point de vue des langues, du point de vue des dieux, du point de vue du rapport au vivant, du rapport à la nature, etc. Une complexité relationnelle inouïe qui dépasserait largement ce que nous connaissions dans les anciennes communautés confrontées aux écosystèmes naturels. Et cette réalité-là, c'est une réalité que nous devons absolument intégrer. Bien comprendre que quel que soit l'endroit dans le monde où nous serons, le monde est désormais au bas de la rue, le monde est sur mon palier, le monde est autour de mon église, le monde est dans mon école, le monde est dans ma mairie. Et que cette présence de la diversité du monde, d'individus qui viennent de partout, suppose qu'on change notre rapport à l'autre. Et l'idée n'est pas d'intégrer l'immigré en ce sens qu'on va le désintégrer pour qu'il s'adapte et qu'il acquiert un certain nombre de valeurs du lieu dans lequel il se trouve. C'est le lieu qui doit refléter aujourd'hui des mémoires différentes, des histoires différentes. Les lieux doivent être multitransculturels. Et c'est une richesse incroyable. Et c'est la grande puissance des Amériques que cette multitransculturalité. C'est vrai que nous avons encore du mal à penser en dehors des absolus. On a l'impression, oui, voilà, je suis afro, ceci, ah oui, je suis latino, ah oui, je suis ci, ah oui, je suis ça. On a l'impression que les Amériques, c'est une mosaïque. Non, les Amériques, c'est véritablement une émulsion relationnelle. Et ils doivent se construire, et ça, Biden l'a bien compris,
Il faut que le gouvernement américain reflète l'incroyable diversité du métissage des rencontres qui existent aux Amériques. Donc le problème n'est pas d'intégrer la différence, le problème c'est de vivre avec la différence. Et il y a une autre notion qui est importante chez Glissant, et c'est là que je dis qu'il faut rompre avec l'imaginaire colonialiste. Les colonialistes vivaient en transparence. Les colonialistes, ils débarquaient quelque part, ils ne comprenaient pas les autochtones, donc ils étaient opaques, ils étaient illisibles pour eux, et ils les rendaient transparents, c'est-à-dire qu'ils les civilisaient, ils les christianisaient, ils les génocidaient. C'était une mise en transparence du monde. On peut dire que l'acte colonial est une mise en transparence du monde. Ce qui fait que tout rapport qui est un rapport de mise en transparence entre les cultures, les civilisations et les individus, est un accord fondamentalement colonial. Il faut que nous apprenions à baser nos rapports culturels, mon rapport à l'autre, mon rapport à celui qui arrive, baser cela sur l'opacité. Et le droit à l'opacité, la nécessité de l'opacité, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et dans l'intégration, il n'y a aucune idée d'opacité. Merci beaucoup. Autrement dit, vive la différence. Vivons avec toutes nos différences, essayons de l'embrasser. Oui, mais en sachant que c'est vrai que nous sommes habitués avec toujours le fonctionnement des petits absolus, une différence qui rencontre une autre différence, et puis on s'accorde. Dans la relation, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que toutes les différences sont déjà composites. Il n'y a plus d'absolu. Il n'y a personne aujourd'hui au monde qui peut dire que je suis strictement ceci et strictement cela, et que mon imaginaire fonctionne de cette manière. Tout le monde est déjà mosaïque. Ce qui fait que dans la relation, c'est du composite qui rencontre du composite. Et il faut que nous apprenions à penser cette réalité-là. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. Je voulais vous poser la question maintenant qui vient du Brésil, de Viviane Pereira, une professeure de français qui voulait partager avec vous le commentaire, une question qui était issue pendant ces discussions avec des étudiants brésiliens. Donc, comment inscrire la créolité dans les tissus esthétiques, poétiques de l'œuvre au moment quand on écrit en français. Donc, s'agit-il d'un style, de l'énonciation, du rythme, de choix des thèmes? Voilà. Oui, dans l'ancienne identité, on fonctionnait avec un absolu linguistique. C'est-à-dire que Balzac pensait que sa langue, avec la langue française, il pourrait épuiser la totalité du réel. Bon, j'exagère un peu, mais on peut dire que le style balzacien, ou même celui de Stendhal d'une certaine manière, et même aussi Flaubert, sont des gens qui pratiquent dans la langue française qui est traitée comme un absolu, c'est leur cathédrale, et là-dedans, ils vont déployer les petits ornements du style. Mais si on remonte un peu plus loin et qu'on pense à Rabelais, ce n'était pas du tout ça. Rabelais, ce n'est pas du style. Rabelais prend toutes les langues qui sont à sa portée, un peu comme dans la situation relationnelle dans laquelle nous sommes. La situation de l'écrivain d'aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui est installé à sa table de travail dans la cathédrale d'une seule langue. Il entend les autres langues. Le plus souvent, les autres langues sont dans la rue. Elles sont dans le marché autour de lui. Donc, la présence des autres langues oblige l'écrivain à vouloir se saisir de cette matière. Et on a parlé beaucoup dans les textes que nous écrivons avec Glissant du désir imaginant de toutes les langues du monde. Ce qui fait que le style célèbre un absolu linguistique. Le désir imaginant de toutes les langues du monde oblige l'écrivain à fournir un langage. Et le langage ressemble beaucoup à ce que faisait Rabelais. Il n'y a aucune limite. Le langage ne fait pas chanter la grammaire ou ne fait pas chanter les langues. Le langage va au-delà de la langue. Le langage se construit dans un avant la langue et un après la langue. Et c'est une construction extrêmement complexe. Et ce qui vaut aujourd'hui en littérature contemporaine, ce sont les écrivains qui produisent un langage. Quelle richesse, l'œuvre de Rabelais. Quelle richesse de langue, d'esthétique qu'il nous offre. Il est d'une grande modernité à cause de cette complexité linguistique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et l'idée de la francophonie, c'est ça. L'idée de la francophonie, c'est ne pas accepter qu'une langue disparaisse, parce que si une langue disparaît ou si elle est appauvrie, c'est tout l'imaginaire humain qui doit. Mais seulement, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas sauver une langue en laissant mourir les autres.
Donc, pour sauver la langue française dans les Amériques, il faut se soucier de toutes les langues amérindiennes. Il faut se soucier de tous les langages qui apparaissent dans les zones urbaines. Il faut véritablement avoir un désir imaginant de toutes les expressions possibles. Et c'est en cela qu'on va sortir de l'imaginaire monolingue qui nous a été transmis par les colonialistes pour entrer dans un imaginaire multilingue. Excellent. Écoutez, je pense que nos panélistes, ils ont des envies de gargantua, un grand appétit pour vous poser des questions et des questions. Donc, maintenant, je vais me concentrer je vais vous présenter 2 commentaires concernant la notion fondamentale, notion des relations. Donc, il y a un commentaire de monsieur Jean-Marie Vianney d'Ottawa au Canada qui dit: fils et filles de la relation Obama et Kamala Harris? Oui, parce on voit bien avec Obama et Kamala Harris que ce n'est pas le phénotype qui est déterminant. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce qui fait que la relation nous a fait sortir des absolus phénotypiques, c'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on a un imaginaire de noir. C'est-à-dire que, je sais pas, mais Condoleezza Rice, qui était de phénotype noir, n'a pas le même imaginaire que Malcolm X ou que Mandela. Elle avait l'imaginaire de George Bush. Il faut bien comprendre que dans la relation, le phénotype et l'imaginaire, ce sont 2 choses différentes. Et les fraternités littéraires sont données par l'imaginaire. Mon frère et ma sœur, je peux les trouver non pas parce ils ont la même peau que moi, mais simplement parce qu'ils ont le même rapport à la diversité du monde, le même rapport à la complexité relationnelle et le même questionnement par rapport à la relation. Ce qui fait que moi qui écris en français, je ne suis pas un écrivain français, même si j'ai des solidarités avec la littérature française. J'ai la peau noire, mais je ne suis pas un écrivain haïtien, même si j'ai des solidarités avec toutes les littératures africaines. Et mon imaginaire composite créole fait que je suis plus proche de n'importe quel écrivain anglophone ou hispanophone ou blanc ou tout ce qu'on veut, que d'un écrivain français ou que d'un écrivain africain. Alors, la situation relationnelle crée des solidarités. Le phénotype nègre, qui me renvoie à la condition nègre dans le monde, crée une solidarité avec tous les Noirs du monde, mais ne crée pas de fraternité. La fraternité est donnée par le rapport que nous avons aux complexités du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci d'avoir partagé avec nous cette ère passionnante de conversation. Maintenant, c'est la fin. Malheureusement, je dois annoncer la fin de notre rencontre avec M. Patrick Chamoiseau. En vous remerciant encore une fois à vous et notre cher Rodney Saint-Éloi qui a animé cette magnifique conversation. Donc, je remercie chaleureusement à tous les panélistes, à tous les participants de partout des Amériques qui nous ont accompagnés ce soir comme la semaine dernière. Je vous invite maintenant à remplir le court sondage qui va apparaître tout de suite à la fin de notre rencontre. Je tiens à souligner que Patrick Chamoiseau reste avec nous parce qu'il est dans la Bibliothèque des Amériques. Vous avez plus de dizaines de livres, 14, je ne me rappelle plus, nombreux livres, et c'est de Patrick Chamoiseau. Donc, c'est toujours la meilleure manière de rencontrer l'auteur en lisant ses livres. Ensuite, je tiens à vous inviter à vous inscrire au Centre de la francophonie des Amériques parce que nous avons beaucoup à vous offrir, beaucoup d'activités, des programmes qui peuvent vous intéresser. Donc, l'adresse à retenir, c'est francophoniedésamériques.com. Ensuite, un petit rappel, c'est la fin de notre rencontre de ce soir, mais ce n'est pas la fin de Noir Amérique. On continue la semaine prochaine, 9 février à 18h, heure normale de l'Est, une nouvelle rencontre avec Chloé Savoie-Bernard. Chloé Savoie-Bernard est une jeune femme écrivaine du Québec qui aborde dans ses recueils, dans ses nouvelles, la question de la quête
identitaire qui est très souvent à la croisée des genres. Merci chaleureusement à tout le monde. Merci Monsieur Chamoiseau, merci. Rodney Saint-Éloi, et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt.